Passons aux conduites à risque répétées. La répétition est souvent à mettre en lien avec la rencontre, avec la sanction sociale. Celle-ci peut prendre un caractère légal, pénal ou administratif, ou être plus en lien avec des effets de stigmatisation. Par exemple, un jeune consommateur de drogue ou un jeune qui flirtait avec des trafiquants est interpellé, placé en garde à vue et ses parents sont appelés pour venir le récupérer. Tel jeune est exclu temporairement de l'établissement scolaire pour s'être présenté en état d'ivresse. Telle jeune fille qui fréquentait des hommes plus âgés, plus argentés, est désignée comme une prostituée par son entourage et ses pairs. Ces événements pénibles sont des conséquences presque inévitables des conduites à risque. Et ils ont soit pour conséquence de mettre un frein à ces conduites, soit d'induire une radicalisation dans l'engagement dans la conduite à risque. La sanction du comportement déviant va impacter l'identité de l'auteur de cette conduite. Soit il l'abandonne, ou il met un frein en réaffirmant qu'il aspire à une existence conventionnelle, soit il est obligé de composer avec le stigmate qui lui a été imposé. Le jeune devient ambivalent, car il se percevra comme un jeune normal qui serait victime d'une société exagérément intolérante. En somme, si l'environnement ne stigmatisait pas son comportement, on continuerait à le regarder comme une personne normale, et le problème viendrait donc moins de lui que d'un environnement intolérant. Le jeune pourra trouver dans le groupe déviant une forme de protection, celui-ci pouvant l'introduire dans un deuxième cycle d'apprentissage, à savoir l'apprentissage des techniques de dissimulation de sa pratique et de réduction des risques et des dommages. Le groupe lui permet d'acquérir une forme d'expertise dans sa pratique dans le cadre de ce que l'anthropologue Pascal Jamoul appelle l'école de la rue. Cette école de la rue transmet son savoir selon des modalités qui facilitent une forte identification de l'élève, entre guillemets, à ses maîtres, entre guillemets, puisque les savoirs s'acquièrent surtout par observation et imitation et par des discussions informelles où le disciple recueille les conseils et les expériences des anciens. L'effort pour apprendre à dissimuler la pratique qui permet à l'individu de mieux conserver sa réputation de normalité, a pour effet paradoxal de renforcer ses liens avec le groupe déviant. Le contexte social joue alors un rôle déterminant. L'individu est ambivalent, partagé entre son identification à la normalité et son identification au groupe déviant qui le comprend et le conseille. Plus l'individu a des ressources sociales et des perspectives d'avenir dans la société, plus il balancera du côté de la normalité et maintiendra un investissement important des aspects conventionnels de son mode de vie. Mais celui qui était déjà en difficulté scolaire et qui n'avait que peu d'espoir d'avoir un avenir social de réussite en raison de notamment une situation de précarité sociale, lui sera plus enclin à balancer du côté du groupe déviant. Comme nous l'avons dit, le groupe déviant transmet des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Par exemple, comment fonctionne le marché de la drogue, comment réaliser une annonce sur un site spécialisé pour entrer en contact avec des clientes prostituées, ou encore comment se comporter face à un rival, à un policier ou les membres de sa famille. Cet apprentissage est un processus social qui procure la satisfaction de développer une forme d'expertise dans sa conduite à risque. Mais surtout, l'individu va ressentir la satisfaction d'appartenir à un groupe perçu comme protecteur et capable de compréhension. Ce climat de confiance favorise la répétition de la conduite à risque, qui semble de mieux en mieux gérable. Le contexte psychologique a alors un rôle déterminant. L'individu, nous l'avons dit, est ambivalent, partagé entre son désir de préserver la qualité des liens affectifs qu'il entretient avec son entourage habituel et son désir d'investir de nouveaux liens affectifs procurés par le sentiment de solidarité qui unit les membres du groupe déviant. Plus l'individu a des liens affectivement satisfaisants avec sa famille et avec son entourage, plus il cherchera à les préserver. Mais celui qui est déjà en tension avec sa famille et ses proches, qui subissaient la maltraitance, du dénigrement ou de l'indifférence, pourra être enclin à rechercher dans le groupe déviant une nouvelle famille, un nouveau réseau d'amis. Pour certains, le groupe devient une famille de substitution. Le groupe déviant est aussi le vecteur d'une sous-culture, dans le sens qu'en donne à ce mot Pierre Bourdieu. Des styles musicaux et vestimentaires, des modes langagiers et des postures sont souvent associés à ces groupes.
Mais il véhicule aussi une sorte d'idéologie auto-justificatrice que l'individu pourra faire sienne. L'individu pourra développer une tendance à récuser les normes conventionnelles en démontrant avec des arguments plus ou moins pertinents que bien des personnes qui passent pour des honnêtes gens font des choses qui ont des conséquences beaucoup plus nuisibles que ses propres conduites à risque. Il fera observer que l'alcoolisme a des effets bien plus graves que la consommation de cannabis, que le trafic permet d'apaiser les difficultés liées à la précarité sociale dans les quartiers et que des banques qui ont pignon sur rue participent au blanchiment d'argent, que certaines violences sont au fond des actes de vengeance légitimes et que la société elle-même est violente, que ceux que l'on dit déviants ont un code d'honneur et des valeurs qui les poussent à placer la solidarité envers leur père avant la solidarité envers la société qui est au demeurant individualiste. Ces rationalisations, plus ou moins sophistiquées, ces sophismes, permettent à l'individu d'éviter de se poser la bonne question, à savoir que cherche-t-il pour lui-même. En effet, l'individu, dans un entre-deux, ni véritablement investi dans la vie conventionnelle, c'est-à-dire dans l'école et l'insertion professionnelle, ni non plus investi dans une existence délinquante. Que cherche-t-il? Le discours d'autojustification apparaît comme un discours défensif qui permet d'éviter de se mettre en souffrance en se posant des questions existentielles auxquelles il est difficile de répondre, comme par exemple, que désire-t-il pour lui-même? A-t-il un projet? Quels sont ses choix? Cet entre-deux est jusqu'à un certain point socialement et culturellement accepté dans la mesure où la culture occidentale a forgé la notion d'adolescence, qui est justement un temps d'entre-deux, de mutation et d'indétermination. Mais ce jusqu'à un certain point acceptable est variable d'une famille à l'autre, en fonction de son histoire et de son contexte socio-culturel. On voit bien ici que la prévention des conduites à risque ne peut plus, si elle veut réduire la répétition des conduites à risque, se contenter d'une simple conscientisation des dommages possibles. Il faut recréer du lien social et faire passerelle pour que l'individu renoue avec les institutions. Il faut apaiser les tensions familiales et les difficultés psychosociales. Accepter la discussion pour que le jeune prenne conscience des biais cognitifs qui l'amènent à adopter un système de pensée qui répond plus aux attentes du groupe déviant qu'aux siennes et qui ne lui procure qu'un sentiment de protection illusoire. L'engagement dans les conduites à risque peut passer à un échelon supplémentaire quand l'individu subit l'emprise du groupe et ou développe une addiction. C'est de nouveau une sanction qui va révéler le basculement vers cette nouvelle forme d'engagement. Mais cette fois, la sanction n'est plus exercée par la société, mais par le groupe déviant qui a pris l'individu en défaut de solidarité. Le groupe a ses règles, c'est un espace de socialisation, et ne pas respecter ces règles, c'est s'exposer à d'inévitables punitions. L'individu qui restait jusque-là ambivalent doit choisir son camp, soit quitter le groupe, soit l'intégrer. Sa position d'entre-deux insécurise le groupe qui a des règles d'omerta, des rites d'allégeance, des hiérarchies à respecter. Certains, blessés par la punition, s'en vont. D'autres vont accepter de se soumettre aux exigences du groupe, accepter dans une sorte de conformisme ces règles et ces rituels. Le groupe, quand il est organisé et hiérarchisé, peut exercer une emprise très puissante, au point d'éloigner l'individu de son environnement social et affectif, voire même de le couper complètement de cet environnement. L'individu tend à se désocialiser et à se resocialiser dans le groupe déviant. Mais quand le groupe est organisé et hiérarchisé, l'individu pourra aussi faire carrière, gravir des échelons et devenir à son tour l'un des gardiens des règles du groupe. Le groupe déviant engagé dans des activités délinquantes comme le trafic, la prostitution ou la radicalisation exerce assez vite ce type d'emprise. Une personne sous emprise est une personne qui vit dans l'angoisse permanente de mal faire, d'être prise en défaut de solidarité vis-à-vis de groupes et, par conséquent, d'en subir des punitions. L'individu a une dette morale envers le groupe qui le protège d'une société présentée comme hostile. Il contracte aussi des dettes matérielles. La petite main du trafic travaille parfois gratuitement pour rembourser des produits qui ont été saisis par la police, qui ont été volés par un client véreux ou par un concurrent, ou qu'il a lui-même consommé pour satisfaire son addiction. Cette dette peut devenir impossible à rembourser.
L'appartenance à ce type de groupe toxique facilite le basculement vers les addictions. Le jeune qui s'est associé à un trafic pourra basculer vers des consommations intensives pour gérer le stress lié au fait d'être exposé à la répression, aux violences des rivaux et à la prise de conscience graduelle qu'il s'est enfermé dans un système qui ne lui offre aucune issue satisfaisante. Une jeune fille qui se prostitue consommera massivement des produits pour tenir le coup. L'addiction sera peut-être même induite par le proxénète, ce qui lui offrira un moyen supplémentaire de la contrôler. Le contexte psychologique joue ici un grand rôle quand cette emprise rejoue des formes d'emprise qui préexistaient dans l'environnement familial. Par exemple, quand des enfants ont développé des sentiments plus ou moins conscients de culpabilité, s'étant persuadés d'être une charge pour leur famille ou d'être la cause de la souffrance psychique des parents, ou quand une jeune fille victime d'inceste se persuade d'avoir séduit son père. Des familles renfermées sur elles-mêmes, travaillées par des secrets douloureux, des traumatismes, font grandir l'enfant dans l'omerta et la soumission, et pour ainsi dire, elles prédisposent l'enfant à se soumettre aux exigences du groupe déviant. Le groupe et ses normes comportementales libèrent aussi de l'effort qui serait nécessaire pour trouver sa place dans la société, pour découvrir sa propre identité et ses propres désirs. Les groupes engagés dans la délinquance développent des discours de valorisation des conduites à risque. Des discours virilistes valorisent la bravoure, les conduites à risque et les actes de violence sont présentés comme des exploits, la cruauté est parfois présentée comme une forme d'intelligence supérieure, et presque toujours le féminin est pensé comme subalterne par rapport au masculin. La vie conventionnelle est-elle dévalorisée et les individus insérés sont perçus et désignés comme des personnes soumises et même un peu lâches. Éviter de les fréquenter peut finalement paraître aux membres du groupe assez sain. Ces discours permettent de légitimer le processus par lequel le groupe déviant induit l'isolement social et la coupure de l'individu avec les ressources sociales et affectives de son environnement. Dans un tel contexte, il y a un risque de basculement de la conduite à risque au mode de vie délinquant. C'est pourquoi la prévention doit aussi permettre aux jeunes de faire l'expérience, au travers d'activités groupales et coopératives, de ce qu'est une vie de groupe où chacun est respecté et se voit reconnaître une place sûre. La prévention doit aussi aider les jeunes à prendre conscience des mécanismes d'emprise et de manipulation pour leur apprendre à les déjouer. Il faut aussi créer des espaces de parole où les jeunes peuvent librement parler et s'interroger sur leurs désirs. Alors, en guise de conclusion, on peut noter que du point de vue de la prévention, il est indispensable de repérer le niveau d'engagement du jeune dans une conduite à risque, ce qui implique d'accepter, d'en parler avec lui et de s'intéresser à son vécu. Il est non moins important de contextualiser la conduite à risque, hein, en prenant en compte l'environnement social et culturel de ce jeune, mais aussi son histoire et son vécu psychique.